Salut les amis et bienvenue dans votre rendez-vous foot hebdomadaire sur Tendance Ouest et tous les supports. Et en vidéo, le Club Foot vous accueille pour débattre de tous les footballs en Normandie, de la Ligue 2 jusqu'au foot amateur. Et je peux vous dire qu'encore aujourd'hui, il va y avoir de quoi dire dans ce foot amateur normand avec le Stade Malherbe de Caen pour commencer. Commencer quoi? Une nouvelle vie, c'est ce que l'on va voir. Oui, en tout cas dans quelques jours sur les bords de l'Orne. Du côté du foot amateur, on va monter dans la Manche à Cherbourg, stop ou encore pour l'ASC, ça peut rebattre les cartes à tout instant dans cette affaire. Et enfin, on parlera du mercato dans notre région, foot fédéral, foot amateur. Vous saurez tout des derniers mouvements et surtout de ceux qui font les meilleures affaires. Pour parler de tout cela, il est avec nous aujourd'hui, l'immense Julien Caillard d'RTL. Salut Julien. Salut. Le non moins immense Mathieu Billot du foot normand. Salut Mathieu. Salut. Et Jérôme Bouchacourt fait son apparition. Quand on parle de foot amateur en général, il est pas loin, le père Jérôme. Salut Jérôme. Salut les gars. Bon messieurs, on va tout de suite plonger. Allez, avant d'aller voir le Stade Malherbe, on va faire un petit crochet par le nord de la Seine, c'est-à-dire du côté du Havre, avec les premiers mouvements officiels. Deux mouvements ont fait leur apparition de manière officielle dans le sens des arrivées pour l'effectif de Paul Le Guen. Mathieu Billot, je commence avec vous. Des mouvements qui sont, somme toute, pas trop mauvais. Ça sent les potentiels bons coups, cette histoire. Oui, donc officiellement, donc Pierre Gibaud, lui, ça a été officialisé par Le Havre. C'est engagé, donc défenseur qui évolue à Grenoble. Ça n'a pas été encore officialisé, mais le coach Paul Le Guen l'avait confirmé. Il y a un milieu de terrain de Reims qui s'appelle Nolan Mbemba, qui va aussi rejoindre le club. Voilà. Bon, il jouait pas en Ligue 1, il était barré, hein. Forcément à Reims, c'est une grosse concurrence. Mais en Ligue 2, il avait quelques apparitions quand Reims est monté, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, il y a 2-3 autres noms aussi qui circulent. Ça bosse tranquillement au Havre, ça prépare la saison prochaine. Des joueurs qui connaissent le niveau de Ligue 2, ça paraît plutôt cohérent. Julien Caillard, un petit mot sur ces Havrais. On le disait la semaine passée, c'est serein du côté du Havre. Le recrutement, en tout cas, qui débute, se fait également dans la sérénité du côté de Paul Le Guen. Oui, je trouve que ça avance pas mal du côté du Havre à une époque ou à un moment où les clubs sont un peu dans l'incertitude après cette crise sanitaire. On a le sentiment que le Havre avance avec la recrue de Pierre Gibaud qui est rompu à ce niveau d'exercice et qui arrive en plus libre de tout contrat. Donc, on a le sentiment que c'est une vraie bonne pioche. Et puis, pareil pour ce joueur rémois qui, je crois, a résilié son contrat avec Reims où il était barré, mais qui, effectivement, est rompu à l'exercice, lui aussi, de la Ligue 2. On a le sentiment que cette équipe havraise se prépare, en tout cas qu'elle est déjà active sur le marché des transferts. Et on a le sentiment qu'elle prend de l'avance par rapport à certains de ses concurrents. Alors, du côté des voisins sudistes de Normandie, ou au moins sudistes de la Seine, du côté de Caen, en revanche, on s'apprête tout simplement, et là on est dans les derniers jours, il faut être clair, à vivre un vrai changement. Mathieu Billot, on est tout proche de cette reprise du Stade Malherbe de Caen avec le projet de Pierre-Antoine Capton. Où en est-on là aujourd'hui, mardi 16 juin? On sait qu'on a déposé les éléments comptables à la DNCG hier soir pour les malherbistes. Et on va le dire, pour tous les clubs de Ligue 1 et Ligue 2, c'était la date butoir hier. Aujourd'hui, on entame un nouveau processus qui va nous conduire sous quelques jours, très probablement, à une reprise officielle du club. Ouais, moi je mettrais plutôt quelques semaines. Je resterais prudent quand même sur le timing. Parce que c'est quand même une affaire assez complexe. Hein. On parle de la reprise d'un club avec des millions en jeu. Donc voilà. Donc moi, je ne vais pas apporter vraiment beaucoup d'éléments nouveaux. C'est toujours la même chose. Il y a un projet de reprise qui est piloté, porté donc, par Pierre-Antoine Capton, qui est un des actionnaires actuels du club. Voilà, c'est le seul aujourd'hui qui travaille là-dessus. Voilà. Donc on présume que ça peut aller au bout d'ici. Moi, je maintiens le truc de quelques semaines. Voilà, étude à 100%. On est quand même pas loin parce qu'il y a quand même, et vous l'avez eu comme moi en interview vendredi dernier, le président actuel, Fabrice Clément, qui a été clair sur le sujet. Il a dit ça va se dénouer officiellement sous quelques jours. Je reprends ses propos. Donc, allez, admettons même quelques semaines, mais en tout cas, est-ce que l'on peut partir, Julien Caillard d'RTL, sur le fait que, ça y est, c'est plus que très bien engagé et que l'on va vers un dénouement très rapide en matière de temps footballistique, j'ai envie de dire.
Oui, je pense qu'on va vers un dénouement rapide, mais pour une raison assez simple, c'est que ce passage devant la DNCG, il contraint le Stade Malherbe de Caen à présenter des comptes bilan de l'année 2019-2020, mais il contraint aussi le Stade Malherbe de Caen à présenter un budget prévisionnel pour la saison 2020-2021. Or, on sait que c'est cette deuxième partie qui pose davantage problème. Donc, on n'imagine pas que le Stade Malherbe de Caen puisse s'en sortir sur cette deuxième partie, sur l'aspect prévisionnel du budget 2020-2021, sans avoir mis en œuvre une restructuration de son actionnariat et sans avoir vu arriver un homme providentiel qui serait susceptible de garantir ce budget prévisionnel. Donc moi, j'ai le sentiment effectivement qu'on va vers quelque chose de rapide aujourd'hui parce que la situation exige de la réactivité du côté du Stade Malherbe de Caen. Alors après, l'apport de moyens budgétaires pour envisager la relance d'un projet sportif, il se fera sans doute à moyen et long terme, c'est une autre question. Mais dans l'immédiat, il faut garantir les comptes de la saison 2019-2020 et surtout apporter des garanties quant au budget prévisionnel 2020-2021. Et pour ce qui est de ce budget prévisionnel 2020-2021, je ne vois pas comment on apporte les garanties sans avoir très rapidement restructuré la gouvernance du club et donc trouver un investisseur susceptible d'apporter les fonds nécessaires. Mathieu Billot du Foot Normand, on est dans une espèce de course à étapes du côté du Stade Malherbe de Caen. Quand on parle de reprise effective et officielle, on parle bien de la première étape de l'étage de la fusée de Pierre-Antoine Capton. Première étape qui consiste, soyons clairs, à reprendre le contrôle du club de manière administrative et de manière officielle. C'est bien ça? Oui, alors après, il y a deux moyens. C'est soit il rachète les parts des actionnaires déjà en place pour que son projet devienne majoritaire, ou alors il injecte, entre guillemets, une certaine somme qui ferait que lui, ses parts remontent et que forcément les autres, par voie de conséquence, diminuent. Est-ce que l'on peut considérer qu'aujourd'hui, on est plutôt dans du rachat de parts dans l'idée? Moi, j'avais compris ça il y a quelques semaines. Après, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Il y a quelques semaines, j'avais compris ça, que certains actionnaires voulaient éventuellement se désengager. Maintenant, aujourd'hui, de toute façon, c'est les deux options qui sont sur la table et qui aboutissent. Ça ne change pas grand-chose. Voilà, ça aboutit à la même chose. Ça aboutira au fait que Pierre-Antoine Capton et éventuellement les gens qui l'accompagneront seront majoritaires. Donc, c'est eux qui décideront de ce qu'ils font du club. Question pour vous, Julien Caillard, question directe. Quid de la gouvernance actuelle? Écoutez, la gouvernance actuelle, elle est sans doute amenée à disparaître et c'est probablement dans les jours ou les semaines qui viennent une nouvelle ère qui va s'ouvrir du côté du Stade Malherbe de Caen. Depuis la privatisation au début des années 2000, on a connu une gouvernance avec un actionnariat à parts et probablement que ce type de gouvernance a vécu et probablement que ce type de gouvernance va disparaître dans les semaines qui viennent avec effectivement un actionnaire majoritaire. Alors, sera-t-il Pierre-Antoine Capton? Le plus probable, c'est que ce soit bien lui qui prenne les rênes du club dans quelques semaines. Moi, je crois en fait qu'il y a véritablement, et c'est pour cela qu'il y a peut-être un mélange dans les chiffres et que personne n'y comprend rien, je crois véritablement qu'il y a 4 dossiers distincts. Il y a consolider le bilan 2019-2020, il y a présenter un budget prévisionnel 2020-2021, il y a la somme à injecter pour qu'un homme devienne majoritaire au sein d'un club dont la gouvernance serait totalement refuse, et puis il y a la somme nécessaire à la relance d'un projet sportif. Voilà 4 éléments distincts avec 4 montants très distincts, et je crois que d'où la course à étapes que nous stipulions tout à l'heure. C'est exactement ça. Et les mélanges qui sont faits par les uns et par les autres viennent, à mon avis, du fait que personne ne parle jamais de la même chose. Il y a 4 volets très distincts. Le premier étage de la fusée, c'est vraiment le passage devant la DNCG avec bilan 2019-2020, prévision 2020-2021 et probablement, nécessairement, la refonte de l'actionnariat. Et puis, la partie relance d'un projet sportif, elle va venir ensuite. Là, il y a sans doute besoin de moyens beaucoup plus conséquents, mais ça n'est, si j'ose dire, pas une priorité à l'heure actuelle. Ce n'est pas une priorité, messieurs. On a quand même aujourd'hui l'occasion de faire le point, dirais-je, sur ce que vous stipuliez à l'instant, Julien Caillard, à savoir le fameux budget 2020-2021.
sans en faire des fantasmes, sans raconter n'importe quoi, où est-ce que l'on peut mettre le curseur sur l'argent nécessaire aujourd'hui? C'est la question. Julien, Mathieu, celui qui veut. Tout ce qu'on peut dire, c'est que visiblement, quand même, le club a plus de charges que de recettes, ce qui crée un décalage. De la nature de la différence entre les deux dépend l'investissement dont les futurs repreneurs du club vont devoir injecter. Donc là aussi, il y a des divergences sur les chiffres. Hein. Comme beaucoup, il y a deux courroies de transmission, il y a deux sources d'infos. Donc, est-ce que c'est 5, est-ce que c'est 10, est-ce que c'est plus? On n'a pas les documents comptables sous les yeux, donc on peut pas non plus le jurer. Toujours est-il que visiblement, il faudra quand même mettre une certaine somme au pot. Alors après, il y a différents paramètres qui peuvent rentrer en jeu. C'est est-ce qu'il vous restera un peu de fonds propres? Oui, non. Il y a aussi des questions de droit télé, avec éventuellement ça discute au niveau des primes de descente. Il y a par exemple Toulouse qui pourra avoir une grosse prime de descente, mais quand étant descendu il y a un an, pour aussi avoir une somme supplémentaire qui n'était pas prévue au départ, assez colossale, assez importante, pas colossale, assez importante si ça se passe. Donc il y a beaucoup de paramètres, c'est vraiment une équation avec beaucoup d'inconnus, et donc de tout ça va dépendre la nature de l'investissement des futurs repreneurs. Quand Fabrice Clément, Julien Caillard dit qu'il n'y a pas de danger, est-ce que l'on peut tous être d'accord avec ça ou pas finalement? Mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'il y a une confusion qui est faite par beaucoup de gens depuis que les bistrots ont rouvert le 2 juin. Moi, je vais au bistrot le matin prendre mon café et je tombe sur des supporters qui me disent « Alors, combien est-ce qu'il faut ?» Et je leur dis depuis maintenant 2 semaines « Mais combien est-ce qu'il faut? Pourquoi ?» Et là, vous vous apercevez que les gens vous disent « Combien est-ce qu'il faut pour qu'on ne dépose pas le bilan ?» D'autres vous disent « Combien est-ce qu'il faut pour que Capton devienne le patron ?» D'autres qui vous disent « Combien est-ce qu'il faut pour qu'on monte en Ligue 1 ?» Et on voit bien que les gens ne parlent pas de la même chose. Alors vous disiez où est-ce qu'on met le curseur? Soyons clairs, entrons dans les chiffres. Reprenons vos 3 parties pour éviter le dépôt de bilan. Où est le curseur? Alors, je prends le minimum et le maximum, parce que comme les chiffres sont... ils sont énormément d'écart entre celui qui les prononce. Donc, pour la partie 2019-2020, qui ne va pas poser trop de problèmes, on est, selon les sources, entre quelques centaines de milliers d'euros et 4 millions d'euros. Voilà à peu près ce dont on parle. De toute manière, je pense que ce budget 2019-2020, il va être garanti par les fonds propres. Et les fonds propres servent à cela. Alors après, sur le budget prévisionnel 2020-2021, combien manque-t-il? Selon les sources, entre 4 et 10 millions d'euros. Voilà. Et puis, combien faut-il pour permettre à Pierre-Antoine Capton de prendre le contrôle de ce club et de relancer un projet sportif? Là, globalement, on s'accorde sur des chiffres qui vont entre 15 et 30 millions d'euros. Voilà les différents montants des différents volets dont je parlais tout à l'heure, et on voit bien qu'il y a vraiment des volets très distincts et qu'il ne faut pas tout mélanger. Voilà où on en est pour la situation aujourd'hui. Je vous ai demandé, messieurs, quid de la gouvernance? Vous y avez répondu, Julien. Mathieu, je me tourne vers vous maintenant. Quid de l'opérationnel? Quand je dis opérationnel, ce sont les gens qui sont arrivés dans l'après Jean-François Fortin à partir de 2018. J'y inclus évidemment Johan Eudlin, le directeur sportif. J'y inclus évidemment Arnaud Tanguy, le directeur général. Et j'y inclus l'actuel Fabrice Clément. Messieurs, où est-ce qu'on va à ce niveau-là? On peut penser que si un nouveau propriétaire arrive ou si un nouveau propriétaire émerge, il va mettre des hommes à lui. Ça se passe à chaque fois qu'il y a une reprise du club. Ça paraît assez logique. Donc moi, je ne vais pas me cacher parce que c'est ce que j'ai écrit le week-end dernier. Je pense que si le projet porté par Pierre-Antoine Capton aboutit, je pense que Fabrice Clément ne sera plus président du club. Voilà, ça c'est une analyse que je fais de la situation. C'est totalement personnel, ça n'engage que moi. Après, pour Arnaud Tanguy et pour Johan Eudlin, c'est des salariés du club, donc il faudra voir si les futurs repreneurs veulent continuer avec eux ou pas. Mais on peut penser, en tout cas, quand il y a changement comme ça de propriétaire, c'est ce qui s'était passé il y a 2 ans à Malherbe, et c'est ce qui se passe à peu près dans tous les clubs qui changent de propriétaire. On a pu le voir avec Nancy, Bordeaux, c'est les exemples qui viennent en tête, Marseille, voilà. Il y a des nouveaux hommes qui viennent en place, que ce soit un nouveau président, que ce soit des fois un nouveau DG ou un nouveau DS. Julien Caillard.
Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Je suis complètement d'accord avec Mathieu, parce que Mathieu décrit là l'analyse la plus logique. En tout cas, il décrit le scénario le plus fréquent. Moi, ma toute petite interrogation, elle vient du fait que je me dis que peut-être que Pierre-Antoine Capton pourrait être tenté de se dire qu'un nouveau président, maintenant, alors même qu'on en a connu 3 en l'espace de 2 ans, Jean-François Fortin, Gilles Sergent, Fabrice Clément, je me dis qu'il peut être tenté de penser que changer de nouveau, ça va commencer à faire beaucoup. Je me dis aussi qu'il va peut-être lui falloir du temps pour apporter les moyens financiers qui garantissent l'émergence d'un nouveau projet sportif. Et dans ces conditions, je me dis qu'il pourrait être tentant pour lui, afin de trouver le temps de réunir les sommes nécessaires à l'émergence d'un nouveau projet sportif, et aussi afin de mettre un petit peu de stabilité dans ce club, de laisser Fabrice Clément aux commandes, l'espace de quelques mois, l'espace peut-être d'une saison, pour, après cette saison de transition, partir sur un véritable projet à l'entrée de la saison 2021-2022. Je dis cela, je n'en sais strictement rien. Encore une fois, le plus probable, le plus logique, ce serait le scénario décrit par Mathieu. Voilà un autre scénario qui ne paraît pas complètement à exclure. Messieurs, reprise de l'entraînement lundi, dernière partie de ce premier chapitre Stade Malherbe de Caen. Reprise de l'entraînement avec 38, alors pour du coup joueurs, chiffre donné par Fabrice Clément, joueurs professionnels. On est bien d'accord que cet effectif va évidemment et impérativement, Mathieu Billot, fondre comme neige au soleil au fur et à mesure de cette préparation. Il ne peut pas en être autrement aujourd'hui. Là, Fabrice Clément l'a précisé aussi quand il y a eu les médias vendredi dernier. Donc, il dit qu'il y a 36 joueurs. Moi, j'en ai que 36 et 37 avec Tony Villeray sous contrat amateur. Peut-être qu'il y a un autre qui a signé qu'on n'a pas connaissance. Peut-être. Mais enfin, peu importe, c'est pas très important, 36, 37 ou 38. Donc, il y aurait 38 joueurs sous contrat professionnel, mais il y a des joueurs extrêmement jeunes qui sont plus amenés à jouer avec la réserve. Certains sont amenés à être prêtés. Donc, forcément, les groupes vont évoluer. Maintenant, signer des premiers contrats professionnels, et il l'a stipulé, et là par contre, moi je le rejoins totalement, maintenant c'est une manière de protéger le club, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen quand vous êtes un club comme Caen, malheureusement aujourd'hui, de protéger vos jeunes si vous ne proposez pas des contrats professionnels. Alors, encore faut-il être capable de les assumer financièrement. Ça, c'est autre chose. Même si ce sont des contrats qui ne coûtent pas cher par rapport à des joueurs qui ont une carrière et une carte de visite au niveau professionnel. Mais là, 38, c'est quand même beaucoup. Alors après, je ne sais pas, peut-être que c'est tout à fait assumable, encore une fois, mais c'est quand même beaucoup. Donc effectivement, je pense qu'il y aura différents groupes. Ce qui est sûr, c'est qu'ils seront tous là, ils sont tous présents lundi pour la reprise, ce qui permettra de faire une grande réunion, sachant que les joueurs ne sont pas vus quand même depuis bientôt 4 mois, avec la crise sanitaire, donc c'est plutôt pas mal. Faut remettre tout le monde physiquement à plomb, que vous ayez 17, 25 ou 33. Et donc je pense que dans un deuxième temps, la réserve est censée reprendre début juillet. Donc, de toute façon, il y aura des garçons qui seront affectés à ce groupe réserve. Il y aura peut-être la création d'un deuxième groupe, on s'est pas mal évoqué, un deuxième groupe un peu élite, avec des joueurs peut-être en post-formation. Et puis, il y a des joueurs qui sont amenés à partir dans un souci de réduction budgétaire, et d'autres peut-être pour gagner du temps de jeu à un niveau comme le National 1. C'est ce que l'on pourra voir à partir de lundi, donc reprise à 10h sur les terrains de Venoix. À l'heure où l'on se parle, évidemment, c'est encore à huis clos cette reprise, mais il se pourrait peut-être que quelques mesures soient prises, au moins pour la presse, pour pouvoir couvrir cette reprise de l'entraînement. Mais encore une fois, à l'heure où l'on se parle aujourd'hui, mardi 16 juin, on va avoir le droit de faire le footing avec eux ? Ah, ça, c'est pas garanti. C'est pas garanti, Julien, même pour les photos, c'est pas sûr. On verra. En tout cas, ce que décidera le club. Oui, moi, le footing, ça me dérange pas. Vous savez combien de temps que vous n'en avez pas fait, par contre? Alors là, vraiment, c'est gratuit. Allez, salut, monsieur. Je suis très en forme. Attaque gratuite. Seconde partie, messieurs, de cette émission. On va descendre de quelques crans et on va aller du côté de la Manche et du Nord-Cotentin et surtout du National 3. Et c'est là qu'apparaît tel un diable sorti de sa boîte.
Jérôme Bouchacourt du foot amateur. Jérôme, on va tout de suite plonger dans le vif du sujet. L'AS Cherbourg, la semaine passée, est passé devant la commission de contrôle des clubs de la Ligue de Normandie et a obtenu un délai d'une semaine supplémentaire pour renflouer les caisses et présenter les garanties nécessaires au renflouage de ces caisses. On fait le point aujourd'hui, Jérôme. L'AS Cherbourg est dans quel état financier selon vos informations? On ne sait pas trop. C'est ça le problème. Le souci, c'est que Gérard Goël dit un peu tout et n'importe quoi, quelque part. Il parlait de 123 000 euros il y a quelques semaines. Maintenant, il dit qu'il y a 110 000 euros dus au Covid-19. Ça serait peut-être le seul club en France qui aurait perdu autant d'argent durant cette période. Donc, c'est très compliqué. Très compliqué. Par rapport au délai que la CRCC lui a laissé, petite précision, en fait, je crois que vous savez tous qu'il a présenté des demandes de subventions au conseil régional, conseil départemental et à la mairie. Et la Ligue était obligée, voilà, comme fait la DNCG, ils étaient obligés de lui laisser un délai pour qu'il ait une lettre d'intention, voire un peu plus, un chèque ou un virement. Et sincèrement, il n'aura rien du tout. Enfin, ça, c'est presque sûr. Donc, je ne sais pas trop où il va aller chercher l'argent pour présenter des comptes équilibrés à la CRCC de la Ligue de Normandie. C'est quand même la deuxième fois, Julien Caillard d'RTL, en 6 ans, que l'AS Cherbourg se retrouve dans des draps identiques, à savoir assez sales tout de même, sous la menace potentielle, parce qu'on garde évidemment et les parenthèses et les guillemets et le conditionnel, d'une relégation pour faute de gestion. C'est quand même assez fou, non ? Oui, on se souvient même qu'en 2012, il y avait déjà eu un trou et que le club avait su garantir sa situation financière et rester là où il était, alors même qu'il avait déjà eu des difficultés. Moi, je voudrais dire, je ne connais pas le dossier aussi bien que Jérôme. Je souhaite que ce club puisse trouver les moyens de conserver sa place en N3 et puisse avoir les moyens de repartir. Moi, je voudrais simplement dire ma peine aujourd'hui au regard de la situation de ce club, parce que je crois que chez les amateurs de foot normands, ce club a une place particulière. D'abord, c'est un club plus que centenaire qui trouve ses fondements au début du XXe siècle, et je crois que ça compte. Ensuite, c'est un club qui a connu le monde professionnel. Les plus anciens se souviennent que l'AS Cherbourg traverse les années 60 sous ce statut professionnel. Et puis, c'est un club qui, au début des années 2000, a l'ambition de monter en Ligue 2, c'est-à-dire de ne plus être le 3e club normand, mais d'être quasiment l'égal du Stade Malherbe de Caen et du HAC. Et on se souvient que lors de la saison 2007-2008, avec Noël Tosi, il est tout près d'y parvenir. Il termine 4e à 2 points seulement de la montée. Et moi, je garde un souvenir ému de cette époque où, franchement, cette saison avec Noël Tosi, elle avait été incroyable, avec des méthodes extraordinaires et avec une réussite sportive que l'on n'attendait pas. Et moi, je crois que après cela arrivent les difficultés, y compris financières, parce qu'au fond, je crois que ce club, depuis une dizaine d'années, ne s'est pas suffisamment interrogé sur ce qu'il était et sur ce qu'il voulait. Veut-il être demain un club susceptible de jouer au 2e ou au 3e étage national, ou veut-il demain être un club sérieux à l'échelle amateur, qui puisse permettre aux gamins de pousser le ballon et qui puisse, à la faveur d'une belle génération, évoluer en N2, pourquoi pas ? Je ne sais pas ce que veut ce club et je crois qu'il ne s'est pas suffisamment repensé depuis une dizaine d'années, depuis ce début des années 2000 où il avait l'intention de devenir un club professionnel de 2e division. Et je crois que parce qu'il n'a pas fait cette introspection, il est sans cesse dans des difficultés financières, parce qu'il est sans cesse dans une espèce de fuite en avant qui consiste pour ce club à vivre tout simplement au-dessus de ses moyens. Donc j'espère qu'il va s'en sortir, mais je crois que repenser le modèle et repenser ce que ce club veut être demain et peut-être après-demain est absolument nécessaire. Mathieu Billot, votre analyse de la situation de l'AS Cherbourg, on est quand même dans une situation à la fois extrêmement particulière, grave si l'on en croit les chiffres, et de toute manière qui va être, on va dire, très éclairée dès la fin de cette semaine, avec le premier avis rendu par la commission de la Ligue, qui débouchera très probablement sur un appel en DNCG derrière, mais on va avoir cette fois
éclairage total sur ce qu'il se passe là-bas. Ouais, ce qui est un peu dommage, c'est que, enfin, peut-être que vous pourrez m'interrompre si je me trompe, c'est que les 2-3 dernières saisons, j'ai pas l'impression que Cherbourg était spécialement dans le viseur des commissions financières de la Ligue régionale, que ça avait l'air de se passer relativement sereinement, relativement bien. Et là, cette saison, ils replongent dans des vieux travers. Alors pourquoi, comment, c'est une bonne question. Après, au-delà, parce qu'on parle beaucoup de la descente de son équipe première, donc il pourrait être relégué administrativement en R1, R2 ou R3. Je ne sais pas, mais il y a tout un club derrière. Il y a X nombre de licenciés, il y a X nombre de gamins. C'est surtout ça qui est important. Donc moi, j'ai pas les tenants et les aboutissants de l'affaire. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'en septembre, le club de Cherbourg puisse toujours permettre à ces dizaines, voire ces centaines de licenciés de pratiquer le football dans des bonnes conditions, avec des bons éducateurs. Le sort de l'équipe première, forcément, va dépendre de ça. Mais comme je l'avais dit il y a quelques années, moi, je trouve pas que, et même si tout le monde n'est pas d'accord avec ça, et c'est bien normal, mais je trouve pas que c'est c'est pas la priorité de savoir si on va jouer en N3, en R1 ou R2. L'important, c'est de savoir que vous avez un club sain qui puisse faire jouer ses gamins, et ouais, c'est ça le principal. Le reste. Jérôme, où est-ce qu'on va avec cet AS Cherbourg, selon vous? Moi, je aujourd'hui, rejoins... c'est quoi l'éventail des possibilités aujourd'hui, à l'heure où on se parle, ce mardi 16 juin? C'est très compliqué à dire. Très compliqué à dire dans le sens où... sur les 2 premières bases, c'est assez simple. C'est soit il y a l'argent et les garanties de présenter, soit il n'y a pas. Voilà. Oui, tout à fait. Alors maintenant, il peut y avoir une partie d'argent, je vais dire une bêtise, mais par exemple 50-60 000 euros qui sont apportés par Gérard Goel en disant « bon, j'ai trouvé une partie de la somme ». Il peut trouver un étalement, par exemple, à prêt bancaire. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de clubs qui ont fait des prêts dans le cadre de la crise sanitaire, avec un engagement de l'État. Donc, c'est peut-être quelque chose qui peut avoir, et c'est peut-être une nouvelle qui peut amener à la CRCC. Donc, ce qui serait très bien pour le club. Mais après, il faut aussi repartir sur de bonnes bases. Et je rejoins complètement Mathieu en disant que le club, qu'il soit en R1, en N3 ou en N2, c'est un club historique. C'est le club, le club phare de la Manche qui a été pendant des années. Sure. Donc, il faut que ce club puisse vivre normalement, pas au-dessus de ses moyens. Retourner en national, ça paraît compliqué aujourd'hui. Il y a Avranches qui est à côté, il y a Granville qui est ambitieux. Je pense que de la part de Gérard Goel, ça serait une grosse erreur. Donc bon, la situation est compliquée. À vous entendre, messieurs, on a l'impression que l'AS Cherbourg est un peu à la croisée de son histoire aujourd'hui, et peut-être que celle de Gérard Goel est terminée justement au bout de 35 ans de présidence. C'est peut-être ça la vraie réponse à la question, Julien Gaillard. Mais Gérard Goel, c'est un homme qui a servi son club, c'est indéniable, mais c'est probablement effectivement un homme qui ressent son club avec cette image de club phare de la Manche et de 3e club de la région. Gérard Goel était là lorsque l'objectif, au milieu des années 2000, est de monter en Ligue 2. Aujourd'hui, on voit bien que ce club n'en est plus là, qu'il a besoin de se repenser. Moi, je suis totalement d'accord avec Mathieu. Je pense que R2, R1, N3, on s'en fiche. Sauf si le modèle, c'est de revenir au plus haut niveau national, ou quasiment, et sauf si le modèle, c'est d'avoir une équipe fanion susceptible de jouer en 2e ou en 3e division. Encore une fois, moi je crois qu'il faut que ce club nous dise ce qu'il veut pour lui dans les années qui viennent. Et moi j'espère qu'il va faire les bons choix, ne serait-ce que parce que les résultats de sa réserve montrent qu'il y a des gamins de talent à Cherbourg. Ouais, c'est clair, mais c'est tout à fait vrai. Jérôme Bouchacourt, je me retourne vers vous à présent. Donc, pour terminer sur ce chapitre, en fin de semaine, la CRCC va prononcer une décision. Elle va être favorable ou non à l'AS Cherbourg, et donc, par là même, favorable ou non à un déclenchement d'autres montées et d'autres descentes. C'est quoi la situation aujourd'hui ? La situation, tout dépend quelle va être la relégation, s'il y a relégation. Hein. Mais si le club est relégué, est-ce qu'il va être relégué en R1 parce que sa réserve vient de monter en R1 ? Après, il y a la possibilité du dépôt de bilan. S'il y a dépôt de bilan, le club peut repartir soit à la place de sa réserve, soit être mis à disposition du district. Ça, c'est la Fédé qui décidera, c'est pas la Ligue. Mais s'il descend en R1, forcément, ça va sauver Grand Quevilly.
Et il n'y aura pas d'autres mouvements. S'il descend en R2, Ou plus bas, là, va y avoir d'autres mouvements. Ouais, l'équipe 3 d'Avranches et puis Villers-Houlgat. Serait appelé à éventuellement accéder. S'il descend en R1, sa réserve ne sera pas en R1. Donc, ça serait monter Avranches C. Voilà. Exactement. Parce qu'on le rappelle, c'est le deuxième du groupe de la réserve de Cherbourg qui monterait, à savoir Avranches C, parce qu'il est tenu d'avoir une montée minimum par groupe selon le règlement. Il y a forcément une équipe qui accède. Et dans le deuxième cas, l'équipe de Villers-Houlgat, qui est meilleure deuxième de tous les groupes de Régional 2, pourrait également accéder. Petit chapitre également aussi, messieurs, aujourd'hui. Sur Mény-Lénard, et là encore, il y a du nouveau dans Foot Amateur. Hier soir est sorti un article sur Mény-Lénard, signé de votre plume, Jérôme Bouchacourt. Mény-Lénard, National 3, l'affaire n'est pas finie. Non, elle n'est pas finie. Le club qui a été débouté par la Commission fédérale des règlements et contentieux en appel a saisi le CNOSF. Donc, il passe aujourd'hui dans l'après-midi. Et puis, c'est surtout, le club a saisi le tribunal administratif de Paris en référé suspension hier matin. Donc, j'ai eu l'avocate du club au téléphone, Justine Aurier, qui est, on ne va pas dire très confiante, mais qui a soulevé quand même beaucoup de problèmes de droit dans la décision de la Ligue de Normandie et notamment la composition du comité de direction. Mais ça, je n'ai pas plus d'infos, donc... Et c'est surtout les 2 procès-verbaux du bureau du 14 mai, le fameux bureau du 14 mai, où on a un procès-verbal qui est sorti le 15 mai, qui a été enlevé au bout d'une demi-heure et qui est ressorti le 29 mai avec toute une partie enlevée par rapport au premier procès-verbal. Bon, là, on est bien d'accord qu'on ne jugerait pas au tribunal administratif le fond de la décision, mais exclusivement la forme. J'ai envie de vous demander, messieurs, est-ce que ça a une chance d'aboutir, Mathieu Billot, cette histoire ? Je ne connais pas aussi bien le dossier que Jérôme, donc je m'abstiendrai d'aller trop loin dans les commentaires. Non, mais le tribunal administratif, le CNOSF et tous les appels, on les connaît, ces organes-là. J'allais y venir. Il y a eu d'autres recours intentés par d'autres clubs qui étaient mécontents des décisions des instances fédérales. En général, le CNOSF le CNOSF les a tous déboutés. Les cas que j'ai en mémoire concernant le tribunal administratif, c'est qu'il s'est jugé incompétent. Peut-être que ce ne sera pas le cas pour le cas du Mény-Lénard, mais en tout cas, il s'est jugé incompétent dans les cas que j'ai en tête. Voilà. Et donc après, vous pouvez aller plus loin. Je crois que vous pouvez saisir le Conseil d'État, comme des clubs pro l'ont fait. Voilà. Donc le Mény-Lénard fait jouer ses droits en saisissant tous les organes qui lui sont possibles. Donc je pense que c'est pas fini. C'est tout ce que je veux dire. C'est pas fini, effectivement. Et c'est pas demain matin, pour du coup, qu'on aura la composition des groupes de cette future Ligue de Normandie. Autant en National 3 qu'en Régional 1, qu'en Régional 2. Je pense qu'on est parti pour attendre encore quelques longues semaines, messieurs. Dernière partie de cette émission, on va en venir au Mercato parce que les groupes ne sont peut-être pas faits, mais les clubs s'activent sur le front du Mercato. Et je voudrais m'arrêter aujourd'hui notamment sur les clubs de niveau fédéral, les locomotives du foot en Normandie, à savoir Avranches et Quevilly, Rouen Métropole pour le National 1, et l'US Granville et le FC Rouen en National 2 notamment. Pêle-mêle, Mathieu, on va commencer avec vous. Du côté d'Avranches et QRM. Alors à QRM, il n'y a pas d'arrivée. Par contre, il y a une arrivée officialisée, c'est celle de l'entraîneur. Un mot sur Bruno Irles, c'est pas n'importe qui en matière d'entraîneur quand même. En tout cas, il reste sur une bonne saison et demie avec Pau, parce que il a été nommé en cours de saison et il a contribué au maintien du club palois en national. Et la deuxième saison, il a contribué à la montée en Ligue 2. Donc c'est plutôt pas mal comme CV. Il a débuté, on le rappelle, dans la réserve de Monaco. Il est arrivé après en poste sur le plan du foot fédéral. Qu'est-ce qu'on peut en attendre de Bruno Irles ? Déjà, il va avoir une mission assez compliquée, c'est prendre la relève de cette année de Manu Dacosta du côté de QRM quand même. Ouais, alors j'ai pas, parce que donc du coup Bruno Irles n'a pas souhaité s'exprimer avant le 1er juillet sa prise de fonction officielle avec QRM, donc on va pas se mettre à sa place, mais je pense que ce qu'il a attiré dans le projet de QRM, c'est ce qui aussi faisait Manu Dacosta, c'est qu'il sera le vrai patron du secteur sportif et qui pourra décider de tous ses choix, avec l'aval de Michel Mallet, le président, notamment sous l'aspect financier. Mais voilà, il aura les mains, il a la casquette d'entraîneur et peut-être un petit peu aussi de manager sportif à QRM. Donc je pense que ça l'a intéressé.
Visiblement, il y a quand même deux, c'est pas encore officialisé, mais il y a quand même 2 joueurs qui seraient sur le point de signer. 2 joueurs qui évoluaient en national l'année dernière, un attaquant et un latéral droit. Donc je pense que ça commence quand même, ça bosse en coulisses, ça bosse parce que forcément à ce niveau-là, tous les ans, il faut refaire un petit peu l'effectif à zéro. Donc c'est pas des tâches, faciles. Mais il connaît en plus, il connaît cette division et il en vient. Donc sur le papier, en tout cas, ça semble être un sacré bon coup réalisé par QRM. Sur le papier, effectivement. Julien Caillard, je me tourne vers vous pour aller du côté d'Avranches, vieux routier de National, avec un vieux routier comme président, à savoir Gilbert Guérin, avec un Frédéric Reculot prolongé pour 2 saisons. On mise sur la stabilité, mais comme le disait Mathieu, la chose essentielle à comprendre au niveau national, c'est que tous les ans, il faut refabriquer un effectif. Et à Avranches, ça y est, on s'est fait piller d'abord et maintenant, on remplit les effectifs. Oui, alors c'est une vérité de tous les ans, mais elle est peut-être encore plus criante cette année, saison avec les conséquences de la crise sanitaire. Il est bien évident que tous les clubs ne sont pas logés à la même enseigne, que tous les clubs n'ont pas perdu les mêmes sommes, que tous les clubs n'ont pas les mêmes budgets et que tous les clubs ne doivent pas réduire leur budget de la même façon. Donc évidemment, dans ces conditions, on a assisté à pas mal de pillages de certains clubs, lesquels clubs sont contraints aujourd'hui de reconstruire. Alors quand je dis pillage, c'est tout simplement parce que des joueurs ont trouvé des solutions dans des clubs plus fortunés ou qui pouvaient leur garantir davantage d'aisance financière. Et après les départs, viennent les arrivées, c'est le cas d'Avranches, mais c'est probablement aussi ce qui se passe un peu du côté de Granville. On a vu des J'allais y venir justement, poursuivez sur Granville avec coach Gallon qui sera avec nous la semaine prochaine dans cette émission. Ça a été très compliqué pendant plusieurs semaines. Et là, l'apport est quand même essentiel des recrues de belles valeurs. Mathieu Billot, quand même, du côté de Granville, on est sur quelque chose de solide en termes de parcours. Ah bah les dernières recrues annoncées sont plutôt sympathiques à l'échelle d'un club de Ligue 2, à commencer par la paire de gardiens. Donc forcément, l'un, pour ceux qui suivent attentivement le football normand, ils connaissent bien, la personne de Paul Relais, qui a quand même pendant été une saison et demie numéro 2 du Stade Malherbe derrière Rémi Vercoutre. Au passage, on a hâte de savoir quel est son niveau à Paul Relais. Sans blague, moi, ce qui m'intéresse quand même, c'est de savoir où il en est, Paul Relais, et quel est son véritable niveau, parce que moi, j'ai le sentiment de l'avoir jamais vraiment vu à l'œuvre. Ah bah, il a fait très peu de matchs. Il a fait très peu de matchs au niveau professionnel. Et puis, malheureusement pour lui, quand Rémi Vercoutre s'est blessé, son intérim ne s'est pas très bien passé. Maintenant, ça remonte à quelques années. Ça l'a aussi forgé, ça l'a aussi préparé. Les gardiens, c'est un peu différent. Ça peut se révéler aussi un peu sur le tard. Là, pour lui, d'ailleurs, plusieurs d'entre nous l'ont eu au téléphone. Il est super heureux d'aller à Granville. C'est une super opportunité, un N2, dans un club sérieux, avec un coach qui bosse bien. Pour lui, c'est l'occasion de prouver justement déjà qu'il a le niveau N2. Et peut-être, s'il fait une bonne saison, d'aller voir plus haut. Il a, je crois, 25 ans, je ne me trompe pas. La carrière de Paul Relais, elle est loin d'être terminée. Donc, surtout pour un gardien, très clairement. Pour lui, c'est top. Je pense que pour Granville, c'est bien aussi. C'est une super bonne idée d'avoir fait appel à lui. Donc vraiment, il part comme numéro 1 ou pas? C'est toute la question que Johan Gallon répondra. Allez, Julien, je ne vais pas vous dire, mais je vous donne rendez-vous dans Club Foot la semaine prochaine. J'ai hâte de l'entendre. On aura peut-être une réponse. Le FC Rouen, alors ça a été l'inverse de Granville, beaucoup de mouvements en tout début de mercato. Là, on a l'air d'être dans les dernières encablures, à affiner, à attendre quelques bons coups. Est-ce que le FC Rouen peut encore cette année, Mathieu ou Julien, l'un de vous deux, être un candidat sérieux à la montée? Moi, à titre personnel, je pense que oui. Parce que c'est vrai qu'ils ont perdu. Il y a eu beaucoup de départs, mais vraiment, il y a eu vraiment 2 départs non voulus. Donc, c'est Fred Denby qui a signé à Cholet en N1 et Kader Enchovi sa destination n'a pas été encore officialisée, mais je crois qu'il est en route aussi pour Cholet. Mais après, pareil, le profil des recrues, en plus, je trouve ça plutôt intelligent. Vous avez des joueurs issus de la région qui jouaient peut-être un niveau en dessous, en N3. Alors, on a Arthur Dallois, bien connu du côté de Vire, de notre ami Christophe Lécuyer. Vous avez aussi Seydou Sam, le bon petit milieu de terrain d'Évreux. Et puis après, ils prennent des joueurs un peu d'un niveau au-dessus. Donc, c'est vraiment un bon mélange, tout en conservant une base quand même très importante, notamment sur l'aspect défensif. Moi, je trouve ça très intéressant. Je pense qu'ils joueront au moins la première partie de tableau et que si ça se passe bien, peut-être plus, sachant qu'il ne faut pas oublier quand même qu'ils ont laissé quand même quelques plumes en Coupe de France au mois de janvier avec leur super parcours et que ça leur a peut-être coûté la montée dès cette saison d'ailleurs.
Jérôme Bouchacourt, je termine avec vous. Cette partie football fédéral, vous avez la vue, vous, sur l'ensemble des recrutements de cette Nationale 2 ou même encore plus du National 1. Vous en faites quelle jauge de Granville, du FC Rouen, d'Avranches ou de QRM dans ce début de mercato? Je voulais, moi surtout, c'est signaler, mettre en avant le mercato de l'US Avranches parce qu'il est encore hyper intéressant. Ils ont été, le président et l'entraîneur ont été chercher des valeurs sûres des joueurs qui ont fait une très bonne saison en National 2. Je pense à Jordan Cassa que j'ai joué avec Seth, qui est vraiment très très intéressant devant. Harold Voyer qui est une valeur sûre de la réserve du RC Lens et là aussi qui sera un joueur très intéressant formé au Paris Saint-Germain. Marvin Béliard, très très bon attaquant qui arrive de Sainte-Geneviève, qui a marqué 11 buts en N2. Donc c'est l'année d'Avranches, Jérôme? L'année d'Avranches, je sais pas. Compte tenu des dernières saisons où on sent quand même une montée en puissance, est-ce que c'est cette année vraiment? Il faudra voir comment tout le monde s'adapte. Mais c'est vrai que si ces joueurs-là confirment leur niveau des 2 dernières saisons, ça peut être très intéressant. En plus, le jeu mis en place par Fred Reculot, qui est toujours très offensif et qui dépareille un petit peu en national, pour moi, peut vraiment, encore une fois, amener quelque chose. Et pourquoi pas aller chercher les 3 premières places. Ouais. Merci Jérôme Bouchacourt du foot amateur. Merci à vous également Mathieu Billot du foot normand et merci à vous Julien Caillard d'RTL d'avoir présenté et surtout beaucoup débattu, vous l'avez vu, du Stade Malherbe de Caen, de l'AS Cherbourg, du foot en Normandie, du FC Rouen, de l'US Granville, de QRM, de tout le monde. Tous ces foot qui nous passionnent à la semaine, tout le temps dans notre belle région normande. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur Tendance Ouest pour un nouveau numéro du Club Foot. Je peux vous garantir d'une chose, c'est que mon petit doigt me dit qu'il y aura encore beaucoup de débats. Bonne semaine, salut.